Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette mini-série sur la vision du Quality Engineering, toujours avec l'excellent Antoine Krasque, qui va nous parler maintenant de sa méthode triple A, et notamment on va faire un focus sur la première partie qui est l'assessment, avec, si je le dis en français, c'est la partie état de l'art, cartographie des pratiques, de la chaîne de production logicielle, qui est vraiment une phase très intéressante lorsqu'on arrive avec un regard extérieur pour rayer sur les pratiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais peut-être voir avec toi quelque chose qui est important, c'est vraiment de découper le périmètre sur lequel on va faire cette cartographie. Parce que tu l'as un peu dit au premier épisode, c'est si on essaie de tout voir, de tous les systèmes applicatifs, ça va être trop gros, on va s'y perdre. Et de toute façon, une entreprise, elle n'a pas le temps de tout changer dans tous ces systèmes d'information. Si on fait trop petit, on sera pas représentatif et on va pas avoir des choses qui pourraient être industrialisables et qui pourraient être des patterns qui pourraient être reproductibles facilement dans d'autres équipes. C'est vraiment quelque chose, par expérience, quand on l'a fait, c'est de cadrer vraiment le périmètre pour qu'en plus que l'intervention soit suffisamment courte, efficace pour créer une dynamique. Sinon, si c'est trop long, bah en fait les actions risquent de jamais aussi arriver. C'est un peu le risque. Donc ça, c'est peut-être voilà le attention sur le périmètre. Lorsque vous voulez mettre en place cette démarche-là, il faut pas faut avoir de l'ambition, mais avec une ambition qui est acceptable par les équipes par la suite pour pouvoir le mettre en place dessus. Donc écoute, je vais te donner la parole maintenant sur comment tu mets ça en place et pourquoi c'est intéressant de faire cet assessment, cette cartographie logicielle. Ouais, effectivement, pour moi, le point de départ de ça, c'est un peu les problématiques qui poussent les gens à chercher d'autres approches de transformation. C'est normalement des métriques en peine, avec un impact normalement client, entreprise, équipe, voilà, parce que c'est pas un climat productif de travail. Deuxième élément, c'est on a essayé des choses, mais ça n'a pas résolu le problème, donc le problème revient sous d'autres formes, passé quelques mois, quelques semaines. Et parfois, on a subi une crise sur un projet, sur une livraison, etc. Et donc en fait ici l'enjeu d'avoir une approche quality engineering supportée par l'approche systémique, c'est de se dire je vais avoir une approche qui va plutôt chercher à comprendre les causes racines et les interactions entre les éléments. On parle souvent d'approche systémique, il y a un iceberg avec ce qu'on voit au-dessus et ce qu'on voit pas en dessous. Et l'objectif avec l'approche systémique et le modèle AAA et MAMOS, c'est de réussir justement à cartographier et comprendre ces choses qui sont un peu plus cachées et de pouvoir les adresser par des solutions pérennes qui vont venir changer ces interactions de fond. Donc c'est effectivement l'objet de la démarche. Donc c'est de pouvoir résoudre les problèmes une fois pour toutes, choisir lesquels adresser parce que des fois il y a effectivement des relations de cause à effet compliquées et de pouvoir mesurer l'apport de valeur graduel sur la mise en place. Un des objectifs, les grands apports de la méthodologie, c'est que elle favorise la collaboration d'acteurs transverses autour de ces problématiques qui par nature sont relativement, on va dire, transverses. C'est rarement une seule équipe, une seule personne qui est en cause ou dans la problématique. Voilà, et ça permet de faire progresser l'équipe pour travailler plus en transverse. Ouais, c'est très intéressant et souvent on voit des choses qui disent ça on a essayé de le faire plusieurs fois, on n'y arrive pas. C'est Mhm. souvent des choses de collaboration, de se mettre d'accord entre les équipes et on voit et ça met en avant des problèmes aussi culturels qui est vraiment aussi le centre de ce que tu mets en place dans dans ton modèle Mamos, c'est que oui, il y a des compétences, des techniques, tu vas en parler, mais la culture, c'est important. Nous aussi, de s'adapter à ça. Et aussi, on en reviendra après,
c'est quand on va proposer des choses, il faut débunker un petit peu cette culture, parce que c'est sûr que s'ils font toujours comme ils ont fait avant, ils vont reproduire Mm. les mêmes problématiques. Et ça, c'est pas toujours facile à faire accepter, mais c'est aussi le jeu de ces accompagnements. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des acteurs différents, souvent, ils remontent des problématiques communes, mais pas adressées de la même façon. C'est rigolo, mais c'est très intéressant. Je vois que depuis tout à l'heure, on parle de Mamos, mais qu'on n'a pas encore expliqué ce que c'était. Mm. Peut-être que si vous nous écoutez, vous êtes un peu perdu, mais qu'est-ce que c'est Mamos? Donc déjà, je vous encourage à taper Mamos QUnit sur Internet et vous allez le trouver en 4 secondes, ce modèle de maturité. Mais voilà, si tu peux nous en dire Mm. un petit mot, Antoine. Ouais, effectivement, bah, c'est un modèle que j'ai bon, développé et validé avec différents acteurs dans l'industrie de différentes tailles, différents secteurs. Mais globalement, ça vient répondre à un besoin qui est, bah, on parlait de transversalité, bah, moi, quand j'ai changé avec des gens du développement, du DevOps, de l'infra, du produit, etc., bah, effectivement, chacun avait sa définition, chacun venait avec son langage, son vocabulaire. Et donc, ça rend assez difficile les échanges sur une base partagée. Donc voilà, ça apporte de la lenteur et de l'inefficience. Moi, j'ai voulu développer quelque chose qui vient pas vouloir réinventer la roue une énième fois avec un autre framework, etc., qui veut remplacer Agile ou etc. C'est pas ça. C'est effectivement un modèle qui vient supporter la démarche d'approche systémique et de quality engineering. Donc, il y a un élément qui est, bah, Mamos fournit un modèle de maturité qui évalue au travers des axes de performance, bah, où est-ce qu'on se situe. Et donc ça permet de rapidement se dire, bah, sur une échelle de 1 à 4, sur mes différents axes de performance, où est-ce que je suis en point d'appui, point de faiblesse, etc. Euh, et deuxième élément, bah, c'est sur la démarche AAA d'assessment, d'architecte et d'accelerate, bah, d'avoir des guides pour rapidement cartographier et avoir des patterns de cause racine, bah, pour justement pouvoir accélérer la phase du diagnostic et concentrer l'effort sur ce qui est plutôt unique à chaque organisation, c'est bah, son contexte, les personnes, l'organisation et quelles solutions vont pouvoir fonctionner dans leur contexte. Et c'est effectivement là la valeur qu'il faut adresser. Et donc bah, Mamos, pourquoi l'acronyme Mamos? Eh ben c'est la première lettre des 5 axes qui décrivent le système de production logicielle. Donc M pour les méthodes, A sur l'architecture et les technologies, M sur le management, O pour l'organisation dans le sens structure organisationnelle, et en anglais S pour skill, donc tout ce qui est compétences et développement de communauté. Le modèle donc peut être utilisé, on va dire, complètement ou partiellement suivant la démarche qu'on a. Voilà, si on est quality engineer ou QA lead, on n'est pas obligé d'embrasser tout le prisme. On peut avoir une approche un peu. Moi, je trouve que c'est très intéressant pour l'avoir utilisé et ça permet vraiment aussi de voir les points chauds avec ceux qui sont vraiment bons, ceux qui doivent être vraiment améliorés ou ça va pas. Et c'est vrai que et c'est pas et c'est quelque chose qui se marie bien avec d'autres approches. Par exemple, tu parlais de l'agile ou quoi, mais tout ça c'est mis dans les méthodes qu'on utilise déjà. Euh, Si on utilise Dora, ben, ça nous permet aussi de mieux Mm, gérer les indicateurs et de les voir et d'utiliser et de coupler les deux visions. Euh, mhm, c'est vraiment en fait finalement complémentaire. C'est pas une démarche versus une autre. Et surtout, ça donne cette vision systémique et globale qui est pas juste que la QA, que les pratiques de dev, mais vraiment mm, de façon globale. Ouais, par contre, ouais, ça donne une grande vision, mais ça implique aussi beaucoup de travail d'analyse, de collecte, mm, d'interview pour pouvoir le faire. Donc, cette phase d'assessment, c'est quand même des interviews, beaucoup de documents, des fois mhm, d'accès au code s'il y a besoin de le faire. Parce qu'on peut, ça peut aller jusqu'à regarder les pratiques de développement logiciel, de craft, de CI/CD là-dedans. Tout dépend le périmètre qui a été défini avant, jusqu'où on va. mm, Et, euh, et c'est pour ça que c'est souvent des accompagnements qui sont rarement faits par une seule personne. Parce que s'il faut le mm, faire de façon complète, c'est vrai qu'il faut avoir au moins deux personnes. J'ai envie de dire, mm, c'est souvent ça là-dessus. Et c'est intéressant, mais ça implique quand même qu'il faut je veux dire, impliquer côté produit, côté projet, pas mal d'acteurs. C'est quoi, toi, ceux qu'on doit voir de façon indispensable si on veut faire l'assessment global?
Dans la démarche, il y a deux étapes clés en fait sur la partie assess. Il y en a une qui est effectivement mesurer la performance actuelle. Donc ça va normalement être plutôt sur les rôles de management, sur ceux qui suivent des tableaux de bord, de pilotage, etc. Et donc l'objectif avec eux dans une première étape, c'est de consolider les métriques qu'ils ont sur une même période de temps et de mesurer la performance, les écarts, etc. Et la deuxième étape, c'est de, sans vouloir tout cartographier en premier, parce qu'on peut se perdre et mettre trop d'efforts où il n'y a pas besoin, c'est déjà cartographier les activités de production logicielle depuis la planification, le design, le développement, la mise en production, le suivi post-production. Et donc sur ces activités, comprendre sur le périmètre défini, qui fait quoi, dans quel ordre, etc. Et on va pas regarder ça uniquement sur une semaine. En fait, on va chercher à comprendre quelle est la dynamique de flux. Donc on va regarder notamment les grands niveaux de stock et d'encours, un peu comme les démarches Lean à la Toyota. Euh, et on n'est pas encore dans une phase d'essayer à comprendre les problèmes ou qu'est-ce qui peut être en cause. C'est vraiment comprendre ce qui se passe sur une période de temps qui peut normalement aller plutôt sur un trimestre au minimum. Et une fois qu'on a cette visibilité reliée aux métriques de performance, on peut se dire, on pense que les écarts et les problématiques sont plutôt dans ce cluster. On va aller zoomer sur le code, si c'est plutôt dans les phases d'implémentation qu'il y a des problèmes, sur la stratégie de branching, etc. Et là, aller plus loin. Voilà. Donc sur la première étape, on va dire de gauche à droite, du coup, la planification aux opérations, il faut sur une équipe à minimum les personnes qui font le quotidien, donc souvent un PO, un dev, un QA. Euh, et après, sur les phases de diagnostic plus profond, là, c'est plutôt les référents techniques qui vont savoir répondre sur des problématiques spécifiques. Ouais. Donc ça peut effectivement aller souvent aux alentours de 7-10 personnes cœur sur une démarche et quelques sachants ponctuels. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, sur un, sur une application qui était quand même majeure, extrêmement complexe, j'ai vu 35 personnes. Mhm. J'étais pas tout seul, heureusement, mais voilà, c'est 35 personnes. Euh, c'est intéressant de voir autant de monde. Si les problèmes, enfin, c'est pas du copier-coller, qu'on voit pas quatre équipes de dev qui Mhm. font la même chose. Mais là, il y a vraiment des acteurs différents parce qu'il y avait une organisation assez complexe. Euh, Ça montre aussi le désir de l'entreprise de vouloir voir la globalité et de voir tous les acteurs. Euh, Mhm. C'est allé même jusqu'à l'équipe support à rencontrer. C'était intéressant. Mhm. Et les problèmes qu'ils avaient en production, où ils étaient dessus, les personnes qui géraient le déploiement en production ou qui faisaient l'intégration. C'était intéressant. Mais voilà, avec Antoine, on a vu des projets où on arrive, ils disent bonjour, on est 3000 développeurs. On a plein de plateformes. Dedans, il y a des centaines d'applications. On dit bon Mhm. bah, on va pas tout regarder parce que c'est pas possible, sinon il nous faudrait Mhm. une vie pour tout auditer dessus à nous deux. Donc il a fallu définir des périmètres pour être efficace. Mhm. Mais c'est jamais un exercice de style qui est pas facile dessus. Mhm. Mais c'est vrai que ouais, le nombre que tu as dit me paraît plus une tendance globale et Mhm. efficace si on veut le faire de façon pertinente et aussi rapide dans le temps. Parce que Mhm. on les voit, mais après, il faut quand même, là, on parle de la partie assessment, après, il y a les autres Ouais. parties aussi à développer, auxquelles, après, on va aussi leur demander de revenir. Parce qu'une Mhm. fois qu'on a Mhm. collecté, le challenge, il est quand même de collaborer et de co-construire ensemble Mhm. des Ouais. solutions. Parce que on peut pas arriver à disant, il y a qu'un flocon, merci, au revoir, voici une roadmap qui ne prend pas du tout en compte le fait qu'ils ont déjà des choses de prévues sur cette année en cours. Ouais. Et c'est pas facile à faire. Et il doit faire des arbitrages très souvent. Et Mhm. avec un budget contraint. C'est ça. Ouais. Si on vivait dans le monde magique le budget n'est pas un problème. Dans une période plus faste, c'était déjà compliqué, mais aujourd'hui, Mhm. Ouais. il y a quand même des choix à mettre en place. Et ça, c'est qui est intéressant, c'est qu'avec le modèle que tu proposes, c'est que ça aide à bien voir les difficultés, les priorités, et essayer de les mettre en place. Avant qu'on termine cet épisode, est-ce que tu veux mettre en avant quelque chose sur cette partie cartographie? Ouais, effectivement, si on parle un peu d'entrants et de sortants, les entrants on a couvert, effectivement, c'est la performance, la cartographie des activités, puis les zooms nécessaires sur les hotspots. Mais en sortie de cette phase d'assessment, l'objectif c'est d'avoir une liste de thèmes qu'on souhaite adresser en face aux problématiques identifiées. Et l'enjeu c'est
encore une fois, de l'importance d'avoir inclus les parties prenantes, c'est de se dire, bah, on a 6, 7, 8 thèmes. De manière réaliste, 3 ou 4 ont un impact le plus fort, bah, priorisons ensemble ceux sur lesquels on veut agir et actionner dans la phase 2, qui est la phase architecte. Tout à fait. Merci Antoine. Dans le prochain épisode, on va continuer encore un peu sur la phase d'assessment et d'état de l'art. Là, on a collecté, on va discuter de dire bah, comment on fait pour faire une vision, un état de l'art par rapport notamment au reste du marché et où ils en sont. Merci pour votre écoute. Merci Antoine pour cet échange et je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.